Écoute, je n'ai rien compris à ton télégramme, David. Ta femme a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la vérité, Tom. Patricia... Et raconte-moi tout dès le début. Je vais essayer. C'était... Attends, c'était le 15 septembre. Oui, c'est ça, le 15. Je rentrais de la banque vers 6 heures. Bonsoir. Pat? Pat, où es-tu? Ah, Pat, ma chérie, je ne te voyais pas. Mais que se passe-t-il? Oh, Dave. Dave, maman est malade, il faut que je parte tout de suite. Ta mère est malade? Oui. C'est pas possible, voyons. Il y a moins d'une semaine, elle a écrit qu'elle allait tout à fait bien. Mais j'ai reçu un télégramme tout à l'heure, tiens, lis. Patricia Taylor, Milwaukee, Wisconsin. Mère gravement malade, crise cardiaque hier, venez immédiatement, signé Simmons, infirmière. Qui est cette Miss Simmons? Mais je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il me faut être à Londres demain si je veux... Mais c'est évident, ma chérie. Je vais téléphoner à la TVA. Ah, mais je l'ai déjà fait. Il y a un avion qui quitte Chicago à minuit et qui arrive à Londres demain après-midi. Est-ce que tu crois que... Mais voyons, il n'y a pas de question. Il est 6 heures maintenant. Si nous nous mettons en route d'ici 1 heure, nous serons à Chicago à 10 heures. Je te conduirai. Oh, Dave, tu es si fatigué. Comment fatigué dans un cas pareil? Allez, va faire tes bagages. Vite. Mais ils sont faits. Bon, oui, mais il te faut de l'argent. Je dois avoir ici $1000. Si tu as besoin de quelque chose, envoie-moi un câble. Je te ferai parvenir des fonds par mandat télégraphique. Ou plutôt non, tiens, adresse-toi à Tom. À Tom? Eh oui, mon ami Thomas Bradley, l'avocat. Oh, voyons, Pat, tu le connais, il est venu ici le printemps dernier. Nous avons passé 3 semaines ensemble. Ah oui, évidemment, Thomas Bradley. Oh, pardonne-moi, Dave, mais j'ai la tête à l'envers. Ma pauvre chérie. Du courage, Pat. Oui. Peut-être n'est-ce pas si grave que ça? Ta mère est solide, elle s'en tirera. Je parie que tu seras de retour d'ici 1 ou 2 semaines. C'est comme ça que tout a commencé. Avant, nous étions heureux, Tom. 10 ans de bonheur total. De grand amour, si tu comprends ce que je veux dire. Tu le sais, j'avais connu Patricia à Londres en 1945. Dès la première minute, elle m'avait subjugué. Mais que cette ravissante jeune fille appartenant à la meilleure société britannique ait consenti à m'épouser, moi, citoyen du Milwaukee, Wisconsin, ça, je n'en étais pas revenu. Et pourtant, c'était vrai. 6 mois plus tard, je l'avais enlevée, littéralement. Nous vivions ainsi depuis 10 ans dans notre maison du Wisconsin, comme 2 amoureux. J'avais de l'argent, je gagnais bien ma vie. Et puis soudain, ce télégramme. Tu vois, au moment même, Tom, j'ai pas trouvé ça si grave. J'étais sûr que Rose, ma belle-mère, s'était affolée pour rien. C'était la première fois que ça nous arrivait depuis notre mariage. Alors j'étais triste de me séparer de Pat. J'ai conduit Patricia à Chicago. Je l'ai menée à l'aéroport, je l'ai vue monter dans l'avion. Pouvais-je deviner que c'était la dernière fois que je la voyais? Allô? Les passagers du vol 314 à destination de Londres sont priés de se diriger vers la piste d'envol. Au revoir, mon amour. Adieu, David. Télégraphie-moi dès ton arrivée, n'est-ce pas? Oui. Mais elle n'a pas télégraphié. Au début, je ne me suis pas trop inquiété. J'avais beaucoup à faire à la banque et je ne me suis pas tout de suite rendu compte que 24 heures s'étaient écoulées. Non, c'est seulement le 3e jour que j'ai trouvé ce silence bizarre. Alors j'ai télégraphié moi-même à l'adresse de ma belle-mère. Il n'y a pas eu de réponse. Ensuite, j'ai câblé à l'hôtel Cumberland où Patricia était censée être descendue. Ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas entendu parler d'elle. 6 jours s'étaient écoulés depuis son départ. Je devenais fou d'inquiétude. Il fallait que je fasse quelque chose, n'importe quoi. Je suis parti pour Londres à mon tour et me voilà. Alors, Tom, que faut-il faire? Et je suis persuadé que tu t'affoles pour rien. Et que Patricia... S'est-elle mise en rapport avec toi? Avec moi? Non. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle ne me connaît pas suffisamment pour ça. Pourtant, c'était mon dernier espoir. As-tu essayé de téléphoner à ma belle-mère, au moins? Mais je n'ai pas pu le faire. Tu ne me donnais pas son adresse. Elle n'est même pas dans l'annuaire. Et toi, tu la connais, son adresse. Alors, il faut que tu y ailles tout de suite. Oui. Je n'ai pas, malheureusement, le temps de t'accompagner, mais je vais te déposer à ton hôtel et de là, tu prendras un taxi.
Dave, tu m'écoutes? Oui. Oh, Tom, je suis sûr qu'il est arrivé malheur à Patricia. Allons, ne me casse pas les pieds, Dave. Nous en reparlerons ce soir. Tous les volets sont fermés. La maison a l'air morte. C'est mauvais signe. Personne. Y a-t-il quelqu'un? Qui demandez-vous? Non, excusez-moi, madame. Je cherche Mrs. Rose Stevens. Mrs. Stevens? Elle n'habite plus ici. Comment? Elle n'habite plus ici? Allons, elle a quitté Londres voici plus de 6 semaines. Quitter Londres, et pour où? Je sais pas au juste. Elle avait l'intention de faire une longue croisière, puis de s'installer quelque part au bord de la mer. J'ai eu aucune nouvelle depuis son départ. Mais c'est incroyable. Pourquoi incroyable? Il y avait longtemps qu'elle avait ce projet. Un beau voyage, une maisonnette sur la côte. Plus rien ne la retenait ici. Sa fille unique est mariée aux États-Unis. Alors, elle a mis tous ses meubles dans un garde-meubles et elle est partie. Pourrais-je savoir à qui j'ai le plaisir de... Je suis son beau-fils. Mr. Taylor. Enchanté de vous connaître. Rose m'a souvent parlé de vous. Je suis Mrs. Porter. J'habite la maison voisine. Nous étions bonnes amies. Beaucoup regretté son départ. Tu t'agites beaucoup, David. Peut-être y a-t-il une explication logique à tout ça. Et d'abord, es-tu bien certain que le télégramme annonçant à ta femme que sa mère était malade provenait de Londres? Ah, tout à fait certain, je l'ai lu attentivement. De toute façon, Patricia m'a dit, il faut que je parte pour Londres. Elle savait sans doute que sa mère se trouvait quelque part dans les environs et ne parlait de Londres que comme point d'aboutissement de la ligne aérienne. Ah, mais alors pourquoi ne l'a-t-elle pas précisé? Pourquoi ne m'a-t-elle pas indiqué l'adresse à laquelle elle se rendait? Elle l'ignorait peut-être. Et elle aura appris que sa mère avait quitté Londres en arrivant ici, tout comme toi. Non, Tom. Cette Mrs. Porter n'a vu personne d'autre que moi sonner à la porte de Mrs. Stevens depuis son départ. Tout au plus un fournisseur les premiers jours, mais pas âme qui vive les 3 dernières semaines. Plus forte raison, pas Patricia, dont l'élégance et la beauté ne peuvent manquer d'attirer l'attention. Mais la voisine était peut-être absente lorsqu'elle est arrivée. Et qui l'aurait renseigné, alors? Je ne sais pas, moi, le facteur, le commissariat de police ou un autre voisin. Oh, mais voyons, ça ne tient pas debout. Non, vois-tu, Tom, il n'y a qu'une seule explication possible. Patricia a été attirée dans un guet-apens. Oh, dans un guet-apens, comme tu y vas. Mais c'est la seule explication. Voyons, ma belle-mère n'a jamais été malade. Le télégramme était un faux télégramme destiné à attirer Pat à Londres. Probablement veut-on me faire chanter, me soutirer de l'argent, je ne sais pas. À moins que... Ah, mon Dieu! Calme-toi, David, pour l'amour du ciel. Peut-être as-tu raison, mais les choses ne peuvent pas être aussi terribles que tu te les représentes. Ah. Écoute, je connais assez bien le chef du service des personnes disparues à Scotland Yard, Sir John Murphy. Dès demain matin, nous irons le trouver, et il verra ce qu'il peut faire. Oui. Aie confiance en moi, et aie confiance en lui. Nous t'aiderons. Encore une question, Mr. Taylor. N'y a-t-il eu entre votre femme et vous aucun malentendu? Je veux dire, ne vous a-t-elle pas caché quelque chose qui puisse expliquer sa disparition? Non, ma femme et moi étions très unis. Je savais tout d'elle, elle savait tout de moi. D'ailleurs, elle n'a pas quitté les États-Unis spontanément. Elle a été appelée à Londres par un télégramme. Un télégramme truqué, de toute évidence. Ne sautez pas si hâtivement aux conclusions. Rien ne nous prouve que ce télégramme fut truqué. Mais si, ce télégramme... Laissez-nous le soin de l'enquête, Mr. Taylor, voulez-vous? Nous avons maintenant le signalement de Mrs. Taylor, sa photographie. Nous connaissons l'heure de son départ de Chicago, l'heure présumée de son arrivée à Londres. Nous savons enfin que sa mère n'était pas à l'adresse habituelle. Cela suffit pour nous. Et comment allez-vous procéder, si j'ose vous poser la question? Osez, Mr. Taylor, osez. La routine du Yard est immuable. Les hôpitaux, les garnis, la morgue. La morgue? Évidemment. Votre femme peut avoir eu un accident. Mais rassurez-vous, je doute que ce soit le cas. Vous en auriez été avisé avant nous si elle avait ses papiers d'identité sur elle. Et ensuite? Eh bien, nous enquêterons à l'aéroport, évidemment. Mais j'ai peu d'espoir de ce côté-là. Il y passe tant de milliers de personnes chaque jour qu'il faudrait un miracle pour qu'un des employés se souvienne d'elle. Tout ce que nous pourrons apprendre, c'est si elle est bien arrivée ou non. Et puis après? Nous diffuserons le signalement de Mrs. Taylor par la presse, la radio et la télévision. Je pense que c'est à ce moment-là que nous commencerons à recueillir quelques éléments. Et quand puis-je espérer savoir quelque chose? Il m'est impossible de vous répondre. Certaines enquêtes
aboutissent en moins d'une semaine, d'autres durent des mois, d'autres enfin ne donnent aucun résultat. Et dans le cas particulier, quels sont vos pronostics? Je ne fais jamais de pronostic. Ma clé, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Ah, Mr. Taylor. Oui. On vous a téléphoné tout à l'heure, mais vous étiez sorti. Scotland Yard. Vous êtes prié de rappeler Sir John Murphy. Déjà? Ils vont vite en besogne. Donnez-moi la communication, s'il vous plaît. Dans votre chambre? Non, je la prendrai ici pour gagner du temps. Bien, monsieur. Scotland Yard? Oui, ne quittez pas, vous parlez. Voilà. Allô, Sir John Murphy, s'il vous plaît. De la part de Mr. David Taylor. Allô, Sir John? Ici David Taylor, je viens de trouver votre message. Alors, vous avez déjà du nouveau? Du nouveau? C'est plutôt de l'ancien. Dites-moi, Mr. Taylor, vous ne me facilitez pas la tâche en me cachant des faits aussi importants. Des faits importants? Quels faits importants? Cet accident de voiture en 1945. L'accident de voiture? Vous l'ignoriez. Mrs. Taylor a été victime le 17 juin 1945 d'un accident du côté de Richmond. Elle se trouvait avec 3 autres personnes dans une Bentley qui a dérapé et s'est retournée dans un virage. Votre femme n'a pas été blessée, mais elle a dû comparaître à l'enquête car il s'est révélé que la voiture avait été volée. Qu'est-ce que c'est que cette... Le conducteur, un certain Harold Richter, a été condamné à 6 mois de prison et à 1000 livres d'amende. Non, c'est impossible, Sir John, il doit y avoir erreur ou confusion. Non, je ne sais pas, ma femme ne m'aurait pas caché. Le fait est pourtant enregistré dans les archives de la police londonienne. C'est comme cela que nous avons retrouvé trace de cette vieille histoire. Le nom de Mrs. Taylor, ou plus exactement celui de Miss Stevens, qui était le sien alors, figurait au grand fichier central. Une voiture volée? Et qu'est devenu ce Richter? Eh bien, aussitôt sa peine purgée, il a quitté l'Angleterre, semble-t-il. Quant aux 2 autres occupants... attendez... l'un d'eux, un homme, a réussi à éviter de paraître à l'enquête, oui. Il devait appartenir au milieu politique. La 4e personne était une certaine Catherine Wilson, qui se faisait passer pour artiste dramatique. Elle habitait à l'époque 57 Edgware Road. Voilà, c'est tout. Allô, Sir John? Je ne considère pas cela comme une piste, remarquez. Et cela n'a peut-être aucune relation avec la disparition de Mrs. Taylor, mais je note la chose et je tenais à vous la signaler. Vous voyez bien, Mr. Taylor, que les femmes cachent toujours quelque chose à leur mari. Allez, ne vous faites pas trop de soucis, hein. Je vous rappellerai mardi prochain pour vous dire où nous en sommes. Au revoir, bon dimanche. Non, ça n'est pas possible. C'est pas possible. Patricia ne peut pas avoir fréquenté les milieux de ce genre, elle ne peut pas avoir été complice d'un vol. Elle ne peut pas m'avoir caché un épisode aussi important de sa vie, ou alors c'est moi qui suis complètement fou. Votre conversation est-elle terminée, sir? Pardon, oui. Oui, excusez-moi. Est-ce que je peux vous demander sixpence? Les communications prises au desk se paient immédiatement. Voilà. Merci. Dites-moi, le numéro 57 d'Edgware Road, est-ce que c'est loin d'ici? 57 Edgware Road? Mais non, c'est tout près. Vous sortez devant Marble Arch, vous tournez à droite et vous suivez la rue sur 500 mètres environ. Bien, merci. Excusez-moi de vous avoir donné rendez-vous dans un lieu public, Mr. Taylor, mais réellement je ne pouvais pas vous recevoir chez moi. Mon mari... Vous êtes marié? Oh oui, Catherine Wilson n'existe plus. Il n'y a que Mrs. Crane. Adieu la vie, adieu l'amour. Non, ça, je suis injuste. Mon mari est un excellent homme, mais il est férocement jaloux. Alors, s'il me voyait avec un aussi beau garçon que vous, il ferait un malheur. Ainsi, vous avez connu ma femme autrefois. Oh, mais oui, elle a été ma meilleure amie pendant la guerre. Votre meilleure amie? Où l'avez-vous donc rencontrée? Je croyais que Patricia avait passé la plus grande partie de ces années-là dans un hôpital, comme infirmière. Comme infirmière? Oh, ça, je sais pas, Mr. Taylor. J'en ai jamais entendu parler, à vrai dire. Oh non, c'est pas dans un hôpital que je l'ai rencontrée. C'était chez Bob. Bob? Et l'ambiance, oui, chez Bob. Puis l'ambiance n'était pas du tout celle d'un hôpital, ça je vous assure. Chez Bob, mais qui était ce Bob? Elle vous en a jamais parlé? Oh. Alors je suppose que je devrais me taire également. Non.
Ben voyez-vous, Bob était le fils d'un député travailliste et son père a déjà eu assez d'ennuis à cause de lui. Mais pourquoi? Je vais essayer de vous expliquer si vous me promettez de jamais répéter ce que je vous dirai. Oui, bien sûr. Ben, le père de Bob était assez riche. Il avait un magnifique appartement à Curzon Street. Bob avait été réformé. Il avait la chance de rester à Londres pendant que d'autres garçons se faisaient tuer dans la Royal Air Force ou ailleurs. Tout ça fournissait une ample matière aux adversaires politiques du père de Bob, n'est-ce pas? Vous comprenez? Ben, faut dire que nous n'étions pas toujours très sages, quoi. Je ne comprends pas, Mrs. Crane. Oh, ben Bob était un bon garçon, mais il aimait s'amuser. J'étais son amie, si vous voyez ce que je veux dire. Il avait fait ma connaissance à Covent Garden, où je jouais parfois des très petits rôles, mais... Alors bientôt, sans même que son père s'en doute, il m'avait plus ou moins installé chez lui. Et tous les soirs, nous donnions de grandes fêtes à Curzon Street. On ne nous juge pas trop mal, Mr. Taylor. Nous étions très jeunes, nous avions l'impression que le monde entier allait s'écrouler, alors on essayait de prendre le dessus, on buvait, on dansait, sous les bombardements. Oui. Oui, je vois. Et c'est là que vous avez connu Patricia? Oui, un des amis de Bob l'avait amenée un soir. Puis elle est revenue souvent, très souvent. Oh, mais tout de suite, elle m'a plu. Oh, elle était si belle, si distinguée, si intelligente. Enfin bref, nous sommes devenus de grandes amies. Mais plus tard, le père de Bob s'est fâché. Il avait découvert que l'existence de son jeton n'était pas irréprochable. Alors nous avons loué ce petit appartement d'Edgware Road, ou celui où habite, vous savez, encore ma mère, là, et où vous m'avez cherché tout à l'heure. J'ai recommencé à faire de la figuration dans des films, puis au théâtre. Bob s'est débrouillé pour gagner quelques sous, mais nous avons continué à beaucoup voir Pat. Nous, on sortait toujours à 4. Bob et moi, Patricia et Harold Richter. Qui était ce Richter? Oh, un drôle de type, indéfinissable. Plus très jeune, beaucoup d'allure, toujours très élégant, plein d'esprit, bourré de fric. Pour sa profession, on n'était pas très fixés. Certains prétendaient qu'il était dans l'intelligence service, d'autres qu'au contraire il espionnait pour les Allemands, mais j'en ai jamais rien cru. S'il avait fait de l'espionnage, je l'aurais su d'une manière ou d'une autre, vous comprenez? Enfin, quoi qu'il en soit, c'était bien agréable. Il nous invitait continuellement à dîner, à un moment où nous étions plutôt fauchés. Patricia en était folle, du reste. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, pardonnez-moi. Oh, je voulais pas vous blesser. Disons plutôt que Richter lui faisait la cour, qu'elle trouvait ça très agréable. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Richter avait fixé son quartier général à Richmond, dans une petite boîte qu'on appelait le Faisan. Oh, on y mangeait merveilleusement bien, malgré les restrictions, et le champagne coulait à flot. Ah, quelle agréable période, Mr. Taylor. Oui, bien sûr. Vous comprenez, ça se passait au début de 45. La guerre était finie, enfin, ou presque. Il fallait bien célébrer ça d'une manière ou d'une autre. Richter avait une voiture, une vieille Bentley. C'est en venant du Faisan un soir que nous avons eu cet accident. Ah? Un accident? Quel accident? Mais Patricia vous a jamais raconté ça? Oh, je crois que nous avions tous beaucoup trop bu. Quoi qu'il en soit, Richter a perdu le contrôle de la direction et la voiture s'est retournée. Je me suis retrouvée à l'hôpital quelques heures plus tard, sans pouvoir me souvenir de ce qui s'était passé. Mais un policier est venu me voir et m'a gentiment aidé à retrouver la mémoire. Ainsi, j'ai appris que Pat et Bob s'étaient tirés indemnes de l'accident. Mais le pauvre Harold avait une fracture du fémur et il resterait sans doute boiteux toute sa vie. Mais c'était pas tout. La voiture n'était pas à lui, il l'avait volée. Et il ne sortirait de la clinique que pour aller en prison. Oh, vous parlez d'une catastrophe alors. Oh. Et puis? Oh, mon Dieu, c'est à peu près tout, c'est suffisant, hein. Cet accident a mis un point final à toute cette agréable période. J'ai dû témoigner au procès de Richter et puis Patricia aussi. Le père de Bob a réussi à l'en faire dispenser, mais il a obligé son fils à rompre avec moi. Je me suis retrouvée sans un sou. La vie a été plutôt dure pour moi, vous savez. Enfin, ça c'est du passé, n'en parlons plus. Écoutez, est-ce que vous avez eu des nouvelles de Richter? Oui, indirectement. Il a fait 6 mois de prison, puis il a quitté précipitamment l'Angleterre, ça se comprend. Puis il a bien fait. Figurez-vous qu'à la fin de 45, il y a eu un véritable scandale à propos du Faisan. C'est ce restaurant de Richmond où nous nous réunissions et où Richter avait élu domicile. Oui. Il paraît que c'était un centre de marché noir, de vente de stupéfiants. Oh, puis autre chose encore que j'ose pas vous dire.
Oh, bien entendu, la boîte a été fermée et les propriétaires arrêtés. Si Richter avait encore été sur place, il n'y aurait pas coupé d'une seconde condamnation, plus grave sans doute que la première. Mais il avait pris le large, hein, pas si bête. Un de ses amis que j'ai rencontré un jour dans la rue l'avait vu à Paris. Et depuis lors, est-ce que vous avez entendu parler de lui? Ah non. Non, je crois pas. Voyez-vous, j'ai plus aucun contact avec mes amis de cette époque, comprenez, depuis mon mariage. Même Patricia. Après l'accident, je l'ai plus guère revue. Il m'a semblé qu'elle m'évitait. C'est par hasard que j'ai appris son mariage avec vous et son départ pour les États-Unis. Oh, ça m'a fait de la peine. Mais j'ai bien compris qu'elle voulait plus me voir. J'ai téléphoné je sais combien de fois, et puis sa mère me répondait toujours qu'elle était absente. Bah, elle vous a pas accompagné? Non. Oh, dommage. Oh, j'aurais tant aimé la voir. Est-ce que je peux avoir confiance en vous, Mrs. Crane? Bah, bien sûr, quelle question? Voilà, ma femme a disparu. Disparu? Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a quitté les États-Unis il y a 10 jours pour se rendre à Londres par avion. Par avion? Que je n'ai eu aucune nouvelle d'elle depuis lors et qu'elle ne se trouve ni chez sa mère, ni dans aucun hôtel que je connaisse. Ben... Il n'y a pas de mais, Mrs. Crane. Cette situation est inexplicable. Et moi, je suis en train d'en devenir fou. Oh. C'est pour ça que j'ai essayé d'entrer en contact avec vous. J'espérais que vous pourriez m'aider et m'apporter quelques éclaircissements. Oh, mon pauvre Mr. Taylor. Oh, je suis navré, mais vraiment navré pour vous. Il doit pourtant y avoir une explication. Voyez-vous, Mrs. Crane, je peux bien vous le dire. Tout ce que vous m'avez raconté me semble tellement insolite que j'ai eu un peu de peine à vous croire au début. Mais je vous ai pourtant dit que la stricte vérité, J'en suis persuadé maintenant. Mais il faut que vous me compreniez. J'aime Patricia plus que tout au monde. Et je suis convaincu qu'elle m'aime autant que je l'aime. 10 ans de bonheur, ça ne se discute pas, n'est-ce pas? Oh, je pense bien. C'est pour ça que votre récit d'une période qu'elle m'a toujours cachée m'a un peu désarçonné. Maintenant c'est fini, je l'ai accepté. Pourquoi n'en a-t-elle jamais parlé? Ça, je l'ignore et peu importe d'ailleurs. Ce qui importe, c'est de la retrouver par tous les moyens. Même s'il faut risquer ma vie. Même s'il faut tuer quelqu'un. Faut pas vous laisser abattre. Attendez. Il y a quelque chose qui me revient. Oui. Oh, mais non, ça, c'est pas possible. Oh, j'ose même pas vous le dire. Vous n'osez pas? Oh. J'ai peur de vous blesser. De vous faire de la peine. Mais non, dites, est-ce que ma peine peut être pire qu'en ce moment? Bon, bah alors écoutez. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais rencontré dans la rue, au début de 46, un ancien ami de Richter. Oui. Ce type avait vu Harold à Paris, et il m'a dit... Quoi, alors parlez? C'est difficile. Il m'a dit que Richter était très vieilli, très aigri, et qu'il nous en voulait à mort. Il était boiteux pour le restant de ses jours, il avait plus le sou. Et surtout après le scandale du faisan, il ne pouvait plus rentrer en Angleterre. C'est là que se place la phrase dont je viens de me souvenir, mais voyez-vous, Mr. Taylor, ne la prenez pas trop au sérieux, c'était des propos en l'air, des menaces absurdes. Oh, mais quoi? Ben, il paraît que Richter tenait Patricia pour responsable de tous ses malheurs. Selon lui, elle l'avait ruinée, elle avait été la cause de cet accident, elle l'avait accablée au procès. Surtout, il prétendait qu'elle avait dénoncé à la police le trafic qui se faisait au faisan. Et il avait, soi-disant, juré de se venger tôt ou tard. Asseyez-vous, Mr. Taylor. Merci. Depuis 3 jours, nous avons fait du bon travail. Nos recherches à l'aéroport, dans les hôpitaux et dans la garnie n'ont rien donné, mais nous avons diffusé le signalement de Mrs. Taylor par la presse et la radio, et nous avons déjà recueilli de ce fait un témoignage intéressant. Celui d'un chauffeur de taxi qui a transporté votre femme le jour de son arrivée à Londres. Et il vous a dit? Désirez-vous l'entendre vous-même? Je l'ai prié d'attendre votre venue. Faites entrer le témoin. Entrez. Mr. Farrell,
Voici Mr. Taylor, le mari de la jeune femme dont nous avons diffusé le signalement. Voulez-vous répéter pour lui le récit que vous m'avez fait tout à l'heure? Bien volontiers. Mr. Taylor, très heureux de vous connaître. J'ai moi-même été marié, je comprends bien... Mr. Farrell, nous sommes un peu pressés. Au fait, s'il vous plaît. Eh bien voilà, le 16 septembre dernier, à 6 heures du soir, j'étais en station à l'aéroport. C'est bien ce jour-là que votre dame devait arriver, non? Oui. Je m'étais placé juste à côté du quart de la TVA, parce que je savais qu'un avion devait arriver de New York, et il y a souvent des passagers qui préfèrent prendre un taxi, pour gagner du temps. Je regardais attentivement la porte de l'aérogare, et j'ai vu cette jeune femme. Je crois qu'elle était à peu près la première à sortir. Voulez-vous nous la décrire encore une fois, s'il vous plaît? C'était une très jolie femme, plutôt blonde, grande, très distinguée. Je vous assure que je ne m'y laisse pas prendre. Il y a des filles de rien du tout qui essaient d'avoir l'air de princesse, mais celle-là était une vraie lady. Elle portait un tailleur très chic, d'un gris assez spécial, quelque chose comme gris fer ou gris acier, et comme seul bijou, un clip d'émeraude, au revers de sa veste. Je crois que cela correspond au signalement que vous avez donné, Mr. Taylor. Oui, tout à fait. Le clip d'émeraude est caractéristique, je l'ai acheté moi-même à New York l'an dernier. Continuez, Mr. Farrell. Je l'ai vue se diriger vers le quart de la TVA, comme si elle allait y monter. Mais à ce moment-là, un homme s'est approché d'elle et s'est mis à lui parler. Elle a d'abord sursauté, et puis elle a commencé à discuter avec lui. Cet homme, de quoi avait-il l'air? Je ne l'ai pas très bien regardé, mais il était plutôt minable. Un imperméable tout crasseux, un chapeau en toile cirée, et de grosses lunettes à verre fumé. Un peu comme s'il cherchait à se cacher, si vous voyez ce que j'entends. Mais il y a une chose certaine, il avait une drôle de démarche. Qu'est-ce que vous voulez dire, une drôle de démarche? Oui, parce que, après avoir causé avec la dame, il s'est éloigné. Et j'ai très bien entendu. Oui. Il boitait, comme ça. Toc, toc, toc. Il boitait? Comme j'ai l'honneur de vous le dire. Et la pauvre dame avait l'air tout effarée. Alors elle s'est approchée de moi et elle m'a demandé si je pouvais la conduire en ville. Et j'ai dit que oui. Elle a posé ses bagages dans la voiture et nous sommes partis. Avait-elle beaucoup de bagages? Seulement une valise et un sac fourre-tout. C'est exact, et après? Elle m'a donné l'adresse d'un hôtel, mais c'était une adresse si bizarre dans un quartier si misérable que j'ai dû lui faire répéter 3 fois. Mais vous l'y avez conduite tout de même? Ma foi, je suis chauffeur de taxi, moi, je suis pas cavalier pour dame seule. Le trajet a duré près d'1 heure. Et quel taudis. Encore pire que ce que j'avais prévu. Mais la dame n'a pas eu l'air de trouver ça anormal. Elle m'a payé ma course très généreusement. Et voilà. Je n'ai plus entendu parler d'elle jusqu'à hier, quand j'ai vu la photo dans le journal. Merci, Mr. Farrell. Votre témoignage nous a été très utile. Ma foi, si je peux encore vous rendre service. Au revoir, messieurs. Merci. Et bonne chance pour trouver votre dame. Eh bien, Mr. Taylor, c'est déjà un résultat, ne trouvez-vous pas? Sir John, ne pensez-vous pas que ce boiteux n'est autre que le nommé Richter? Celui qui se trouvait avec ma femme lors de cet accident? Mon rôle n'est pas de penser, Mr. Taylor, mais de retrouver les personnes qu'on me charge de rechercher. Par conséquent, la première chose que nous allons faire, c'est de nous rendre à ce Cyprus Hotel à Jamaica Street. Voulez-vous m'accompagner? Si je peux vous accompagner, Sir John, comment puis-je vous remercier? Gardez votre sang-froid, Mr. Taylor. Aucune manifestation devant l'hôtelier. Et ne vous attendez surtout pas à retrouver Mrs. Taylor d'une minute à l'autre. Près de 2 semaines se sont écoulées depuis qu'elle est descendue dans cet hôtel. Oui, bien sûr. Et si elle y était encore, notre service des garnis l'aurait probablement déjà repérée. Le chauffeur de taxi avait raison. C'est passablement sordide. Mrs. Taylor n'a pas dû faire ici un séjour bien agréable. Si l'hôtelier n'est pas plus empressé, il doit faire de mauvaises affaires. Enfin, la porte n'est peut-être pas fermée. Ben, entrons. Dire que Patricia a pu loger ici. C'est impensable. Ben, y a-t-il quelqu'un? Voilà! Attendez, le service des garnis m'a communiqué le nom de l'hôtelier. Regarde. Un grec nommé Veletsos. C'est fou le nombre de Grecs et de Turcs qu'on trouve dans ce quartier. Une vraie colonie balkanique. Mr. Veletsos! Mr. Veletsos! Le silence total. À croire que cet hôtel est abandonné. Ah! Voici pourtant quelqu'un. Vous désirez?
Nous voudrions parler au propriétaire. Le propriétaire, c'est moi. Mr. Veletzos, vous devez avoir parmi vos pensionnaires Mrs. Patricia Taylor. Hein? Nous voudrions... Je regrette, je connais pas ce nom-là. Pourtant, elle est descendue dans cet hôtel le 16 septembre dernier. Je regrette, je vous dis, il y a erreur. D'ailleurs, hôtel est vide. Je vous prierai de bien vouloir, monsieur Sanani. Un instant, Mr. Veletzos. Quoi? Je suis l'inspecteur Murphy de Scotland Yard. Ah, c'est inspecteur. Ne lisez-vous pas les journaux? Si. Nous avons publié hier une photographie de Mrs. Taylor en priant toutes les personnes qui l'auraient aperçue de bien vouloir se mettre en rapport avec nous. Ah, Regardez. oui. Vraiment, cette photo ne vous dit rien? Oui. Ah, il me semble maintenant, en effet, me rappeler que c'est... Alors? Eh bien, monsieur, il y a une quinzaine de jours, une dame qui avait un peu cette allure-là, en effet, comme vous me montrez, est venue me demander si j'avais une chambre libre. Elle s'est inscrite sous le nom de Pamela Thompson, et elle m'a payé un mois d'avance d'ailleurs. Vous pouvez contrôler, monsieur, sur registre. Regardez là, le nom écrit à encre violette. Là, voyez, monsieur? Oui. Pas très régulier ce registre. Mais... Enfin, peu importe. Oui. Pourquoi nous avez-vous dit que cette dame n'était pas ici? Et parce que elle est repartie 3 jours plus tard, monsieur. Comment ça? C'est une chose très bizarre, je vais vous dire. Lundi 19 septembre, oui, c'est bien ça, 19 septembre. Voiture s'est arrêtée devant la porte. Une Riley noire. Un homme en est descendu, il est entré là, dans l'hôtel, voyez-vous, et il a demandé à parler à Miss Thompson. Je l'ai laissé monter dans sa chambre, et un quart d'heure plus tard, elle est redescendue avec lui. Elle portait sac de voyage et lui, valise. Mais comme elle avait payé d'avance, n'est-ce pas, monsieur, je pouvais rien dire, moi, parce que ils sont montés dans la voiture, ils sont partis. Et je les ai plus revus après. Avez-vous noté le numéro de la voiture? Ah non, monsieur, pourquoi est-ce que j'aurais noté, moi, numéro? Et l'homme, de quoi avait-il l'air? Ah, c'est pas bien regardé. Je crois, Mr. Veletzos, que je vais être obligé de vous emmener à Scotland Yard. Oh non, je vous en prie, monsieur, je vous ai dit tout ce que je savais, moi. De quoi avait l'air l'homme qui a emmené Miss Thompson? Mais on ne voyait pas bien le visage de l'homme. Il portait grosses lunettes noires. Mais il semblait plutôt âgé, il boitait. Oui, monsieur, il boitait. J'ai très bien entendu son pas irrégulier dans l'escalier. Il boitait comme ça. Voyez, monsieur l'inspecteur. Oui, je me rappelle même. Comment était-il habillé? Il avait imperméable, tout froissé, et vieux chapeau en toile cirée. J'étais même très étonné, moi, de voir un homme aussi minable conduire une Riley. Et vous êtes sûr de ne les avoir jamais revus, ni l'un ni l'autre? Ah, je vous jure. Oh, que vaut votre parole, hein? Qui me prouve que Miss Thompson, enfin, Mrs. Taylor, ne soit pas cachée quelque part dans cette maison, vivante ou morte? Vivante ou morte? Ah, bah, simple manière de parler, Mr. Taylor. Alors, Veletzos, donnez-moi vos clés. Faut que j'explore cette maison de la cave au grenier. Ah, écoutez, comme si je n'avais pas assez d'ennuis comme ça. La saison est mauvaise, j'ai pas de clients. Et la seule bonne chambre que je peux pas la louer puisque cette dame l'a payée pour un mois. Oui, alors je peux pas. Je suis sûr que vous ne vous en faites pas faute, hein. Mais vous la louez probablement à l'heure, comme tous les autres. Allez, n'essayez pas de protester, hein. Écoutez, monsieur. Vous savez que nous pouvons vous ennuyer encore beaucoup plus si nous le voulons. Voulez-vous faire la perquisition avec moi, Mr. Taylor? Oh, messieurs. Non, merci, Sir John, je ne m'en sens pas le courage. Et alors? Murphy n'a rien trouvé. Il semble bien que Pat a quitté cet hôtel le 19 septembre avec le boiteux et n'y est plus reparu depuis lors. Tout cela est bien extraordinaire, que vas-tu faire? Qu'est-ce que je sais? Tom, je commence à perdre tout espoir. Murphy est un brave type, mais cette histoire l'assomme visiblement. Il semble se dire qu'il a fait tout son devoir, évidemment. Il va faire surveiller cet hôtel si peu jour et nuit, mais la piste est probablement bien ailleurs. Et pendant ce temps-là, ma pauvre Patricia, qui est peut-être en train de... je vous y pense. Mon vieux David, je voudrais pouvoir t'aider, mais que pourrais-je faire? Je ne saurais vraiment pas de quel côté me tourner, et en outre, je suis tellement occupé ces jours-ci. Une cause extrêmement difficile à étudier. Non, ne t'excuse pas, Tom. Le simple fait de t'avoir à côté de moi, tu sais, est très important pour moi. Que ferais-je sans toi? Tu es ce qu'il me reste de plus cher au monde maintenant. Donc, mais cette jeune femme que tu as rencontrée, l'ancienne amie de ta femme. Catherine Wilson. Oui. Oui, je devais la rappeler. Mais que peut-elle savoir de plus que ce qu'elle m'a dit l'autre jour? Et c'est tout de même de lui téléphoner, sait-on jamais. Tu crois? Oui. Bon.
Allô, Mrs. Crane? Ici, c'est David Taylor. Bonjour. Excusez-moi, mais je peux pas vous parler pour l'instant. Pourquoi? Je suis surveillée, je vous expliquerai. C'est mon mari qui est... Mais il faut que je vous voie. Je sais quelque chose de nouveau au sujet de Pat. Ah oui? Vous êtes libre ce soir? Vers 9h30, par exemple. Oui, vers 9h30, c'est parfait. Où ça? Pas dans un bar. J'ai peur que mon mari me fasse suivre. Disons plutôt dans une station de métro pas trop fréquentée. Oui? Voulez-vous Notting Hill Gate? Très bien. Notting Hill Gate. J'y serai à 9h30. Au revoir. Au revoir. Alors, bonne nouvelle? Je ne sais pas. Elle prétend savoir quelque chose de nouveau. Mais peut-on tabler sur ce que dit cette femme? Oh, Tom. Tom, je finis par n'avoir plus confiance en personne. Il me semble que tout le monde ment. Du courage, mon vieux. Peut-être approches-tu du but. 10h moins le quart déjà. C'est pas possible, elle devrait être là. Peut-être y a-t-il eu un malentendu. Peut-être m'attend-elle ailleurs, sur les quais de la station, mais... Quel quai? C'est facile. Un horrible accident, monsieur. Une femme est tombée sous une rame de métro. Grièvement blessée? Je crois qu'elle est morte. C'est passé, mesdames. Catherine Wilson, je suis certain que c'était elle. Quelqu'un l'a poussée sur les rails. Quelqu'un qui savait que j'avais rendez-vous avec elle et qu'elle voulait m'aider à retrouver Patricia. Il faut que j'avertisse la police. Mais quelle police? À qui m'adresser? Qui me croira? Non. Voyons. Mieux vaut en parler à Murphy demain matin. Et ce soir, rentrer chez moi. Dans cette nuit et ce brouillard et dormir si je peux. Dormir. Qui va là? Le boiteux. Fichez le camp, je vous assomme. Où êtes-vous? Me montrez-vous si vous êtes un homme. On n'entend plus rien. Oh mon Dieu, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que je suis devenu fou? Vous avez rêvé, Mr. Taylor. Je vous jure que non, Sir John. J'ai été suivi hier soir, je puis vous l'affirmer. Oh. Le brouillard était tellement épais que je n'ai pas pu voir mon suiveur, mais je l'ai parfaitement entendu, et il boitait, j'en suis certain. Il y a beaucoup de gens qui boitent parmi les 10 millions de Londoniens, Mr. Taylor. Et qui vous prouve que cette personne vous suivait, vous, personnellement. Dans une purée de poids comme celle qu'il y avait hier soir, je ne crois pas qu'on puisse accuser quiconque de faire autre chose que de chercher son chemin. De toute manière, je ne vois pas bien ce que nous pourrions faire pour vous rassurer, sinon vous conseillez de rester chez vous le soir. Avez-vous autre chose à me dire? Oui. Vous êtes au courant de l'accident de métro de Notting Hill Gate? J'ai lu ça dans le journal ce matin. Bon, je crois que ce n'est pas sans rapport avec la disparition de ma femme. Tiens, quelle curieuse idée. Pas si curieuse que cela, Sir John. La victime de cet accident, Mrs. Crane, était une ancienne amie de Patricia. Celle qui avait été impliquée dans l'affaire de l'auto-volée dont vous m'avez parlé l'autre jour. Ce n'était pas ce nom-là, si j'ai bonne mémoire. Non, en effet, à l'époque, elle s'appelait Wilson. Mais elle s'était mariée depuis, et elle se nommait maintenant Mrs. Crane. Êtes-vous bien sûr qu'il s'agisse de la même personne? Tout à fait certain. Car firez-vous, Sir John, que hier soir... Un instant, Mr. Taylor. Vous m'êtes très sympathique et vous m'avez été chaudement recommandé par Bradley, qui est un homme que j'estime beaucoup, mais il faut que je vous dise quelque chose. Vous êtes en train de faire fausse route. Comment ça? La disparition de Mrs. Taylor vous a, je crois, fortement impressionné, ce qui est compréhensible, et vous vous agitez beaucoup trop. Laissez-nous le soin de cette enquête. La police connaît son métier, je vous assure. En croyant voir des indices partout, en vous démenant comme vous le faites, non seulement vous ne nous facilitez pas la tâche, mais au contraire, vous nous créez des complications. Mais Sir John... Au revoir, Mr. Taylor. 15 jours d'attente, d'incertitude, d'angoisse. 15 jours sans Patricia. 15 jours de solitude et de désespoir. Je ne sais même pas si elle est encore en vie.
Et on vient me dire de prendre patience, de laisser faire la police. On me parle de routine, de marche à suivre. Calme-toi, Dave. Vois-tu, je trouve que Murphy a raison. Tu devrais aller voir un médecin. Un médecin. Est-ce qu'un médecin me fera retrouver Pat? Mais non, mais il te donnera un calmant et ce sera toujours ça de prix. Tu as une mine épouvantable. Tu t'énerves, Dave. Mais la solution n'est pas là. Laisse agir Murphy. Je t'assure que tu peux avoir confiance en lui. C'est un type de tout premier ordre. À mon avis, il est sur une piste, mais il ne veut pas t'en parler. Hein, tu sais ce que tu dois faire. Tu devrais rentrer à 1000 fois. Ah non, jamais. Mais comme tu voudras, mon vieux. Mais pour l'amour du ciel, reste un peu tranquille. Ne te casse pas la tête à propos de toutes les femmes qui tombent sous le métro et de tous les boiteux qui marchent dans la rue. Oui, tu as peut-être raison. Oh, si je pouvais penser à autre chose. Oui, allô? Taylor? Allô? Taylor? Oui, c'est moi. Vous aimez votre femme, n'est-ce pas? Vous trouvez qu'elle vaut bien 1000 livres sterling? Alors trouvez-vous d'ici 1 heure au pont de Richmond, au bord de la Tamise, à côté du hangar à bateau. Si vous avez l'argent avec vous, Patricia vous sera rendue. Allô? Vous dites? Allô? Allô? Terminé? Allô, dites-moi, ne pourrais-je pas savoir d'où provenait l'appel que je viens de recevoir? Ah, je regrette, monsieur, mais c'était un appel local automatique, dont il est impossible de déceler l'origine. Allô? C'est invraisemblable. Un chantage immonde. Des méthodes dignes d'Al Capone. Et la police britannique reste impassible. Mais ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Mais que faire d'autre? Téléphoner à Murphy? Il ne me croira pas. Appelez Tom à l'aide. Non, il n'est pas là. Alertez le commissariat de police. Et puis adieu, Vat. Mes vêtements, mon argent, vite. Je ramènerai Patricia vivante. Je ramènerai Patricia vivante ou j'y laisserai ma peau. Nous sommes à Richmond, sir. Bon, combien est-ce que je vous dois? Ça fait 1 livre avec le trajet de retour. Bah, est-ce que vous ne pouvez pas m'attendre? J'en ai pas pour longtemps. Oh, à 16 heures, je n'attends jamais, sir. Oh, tant pis. Je me débrouillerai bien tout seul. Voyons, il a dit... Le hangar à bateau au bord de la Tamise. Mais je ne vois rien qui ressemble à un hangar. Et je n'entends rien. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Ils se sont moqués de moi. À moins que... Le boiteux. Cette fois, je l'aurai. Entrez. Mr. Bradley, excusez-moi de vous déranger à 6 heures, mais il y a ici une dame qui désire vous parler. Une dame? À 2 heures du matin? Cela m'a aussi semblé bizarre, mais elle insiste. Elle insiste et je ne sais pas trop que lui répondre. Faites-la entrer. Bonsoir, Thomas. Toi ici? Et tu es devenue folle? Nullement. Nous n'avons plus besoin de nous cacher, Thomas. Je suis libre. Oh, tu es libre, je comprends pas. David est mort. Il s'est jeté dans la Tamise du pont de Richmond. Il a dû avoir un moment de dépression. Depuis quelques jours, il était devenu très nerveux, très bizarre. Plusieurs personnes pourront en témoigner, n'est-ce pas? L'inspecteur Murphy, toi-même, les employés de l'hôtel Cumberland. Sa raison a flanché, il a mis fin à ses jours. Tu mens. Comment? Tu mens. Tu mens, te dis-je. C'est toi qui l'as poussé. Là, tu auras de la peine à prouver ce que tu dis là. Aucune peine. C'est moi-même qui lui ai téléphoné il y a 3 heures pour lui donner rendez-vous au pont de Richmond avec la promesse de lui rendre sa femme en contrepartie d'une somme de 1000 livres.
Bien entendu, c'était absurde et dangereux, mais j'ai fait cela sur tes insistances, pour te calmer. J'espérais qu'après ça, tu laisserais ce pauvre Dave tranquille. J'aurais trouvé un moyen quelconque pour le persuader de rentrer aux États-Unis. Mais non, non, non. Il a fallu que tu ailles là-bas, que tu te débarrasses de lui à n'importe quel prix. Parce que je savais que tu serais trop lâche pour y aller toi-même. Et qu'il fallait absolument en finir. La police commençait à se méfier. Encore 2 ou 3 jours et j'étais découverte. Ah, on ne t'aurait pas découverte, tu étais bien caché. Avoue plutôt que tu voulais le tuer, c'était une idée fixe. Tu espères hériter sa fortune, hein? Sans doute. Mais on n'hérite pas de ceux qu'on assassine. Ça, si on peut prouver qu'ils ont été assassinés. Mais ça, personne ne pourra le prouver. Moi. C'est plaisanter, Tom. Il nous faut prendre des dispositions pratiques. Il nous faut... Je ne plaisante pas. Je vais téléphoner à Murphy et tout lui raconter. Es-tu malade? Écoute, voyons, mon cher. Laisse-moi, tu me dégoûtes. Tu me fais horreur, Patricia. Ah, je te dégoûte. Je te fais horreur. Tu n'as pas toujours dit cela. Mais c'est possible, mais aujourd'hui... Oh, n'essaie pas de te dégonfler. Tu es dans le bain aussi bien que moi. Si tu me dénonces, tu seras arrêté pour complicité. La peine sera la même pour nous deux, la pendaison. Y as-tu bien réfléchi? J'y ai réfléchi. Mais pas... Ce serait trop commode. Car en fait, c'est toi qui m'as détaché de mon mari il y a 6 mois, lorsque tu es venu à Milwaukee. C'est toi qui t'es cramponné à moi, qui m'as supplié de venir te rejoindre. C'est toi qui as échafaudé cette histoire rocambolesque de mère malade et de boiteux. C'est toi qui es venu m'attendre à l'aérodrome sous ce déguisement ridicule. C'est toi qui m'as logé dans cet infâme taudis, ce misérable Cyprus Hotel. C'est encore toi qui m'as amené ensuite à la campagne. Je n'ai été qu'un instrument entre tes mains. Et tu oses me dire à présent... Tais-toi! C'est possible, j'ai été fou, je t'ai désiré, je t'ai voulu tout à moi. Mais jamais il m'est venu à l'idée de tuer David. Il était mon meilleur ami, la personne à qui je tenais le plus au monde. Si seulement il n'était pas venu se fourrer dans ce guêpier. Allons, calme-toi. À quoi cela sert-il de se mettre dans cet état? Oh, écoute-moi. Je t'assure qu'il est tombé à l'eau. Presque par accident. J'ai imité le pas de ce boiteux. Tu sais, comme j'avais déjà fait l'autre soir dans le brouillard. Il m'a suivi et puis... il a fait un faux pas. Ah oui, un faux pas, comme ton amie Catherine Wilson l'autre soir, n'est-ce pas? Un faux pas qu'il achetait sous le métro. Mais Catherine était une mauvaise femme, Tom. Elle menaçait de me dénoncer. J'avais eu la faiblesse de lui téléphoner pour essayer de la mettre dans notre jeu. Quand j'ai su qu'elle avait rendez-vous avec David, j'ai eu peur. Du reste, c'est toi qui m'as averti de ces rendez-vous. Tu vois, là encore, tout est ta faute. Allons, mon chéri, reprends-toi. Mais écoute, nous allons être très heureux. Demain, je repars pour les États-Unis. Je dirai à tout le monde que j'ai passé 15 jours à Brighton au chevet de ma mère malade. La mort de Catherine passera pour un accident, celle de David pour un suicide. La police n'ira pas chercher plus loin. D'ici quelques mois, tu viendras me voir officiellement. Tu me ramèneras en Angleterre et nous nous marierons discrètement. Nous serons riches, Tom. David avait une grosse fortune et je suis sa seule héritière. Tom, pourquoi ne réponds-tu pas? Parce que je ne peux pas. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter cet avenir que tu me proposes. Je ne peux pas accepter l'idée que David soit mort. Je ne peux pas accepter de m'associer à cette mort. Très bien. Ainsi, tu vas me dénoncer? Non. Non, je ne ferai pas une chose pareille. Mais je t'en supplie, va-t'en. Il ne revient plus jamais. J'espère que tu t'en tireras. J'espère que tu pourras refaire ta vie. Peut-être suis-je coupable envers toi. Dans ce cas, je te demande de me pardonner. Mais crois-moi, il vaut mieux que nous nous séparions. Nous ne pourrions plus nous regarder face à face. C'est ton dernier mot? Oui. Alors... adieu. Adieu. Si seulement tout ça n'était qu'un cauchemar. Si je pouvais m'endormir et que demain je sache que j'ai rêvé. Allô? Monsieur Bradley? Excusez-moi de vous déranger à une heure aussi matinale. Ici Murphy.
Dites-moi, mon cher, pourrais-je vous demander de venir jusqu'au Yard? C'est au sujet de l'affaire de ce pauvre Taylor. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. On a trouvé ce matin son cadavre échoué sur la berge de la Tamise du côté de Richmond. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou... De quoi? Eh bien, c'est justement de cela que je voudrais vous parler. Figurez-vous qu'à peu près à la même heure, un de mes hommes a arrêté Mrs. Taylor à l'aérodrome de Londres, au moment où elle s'apprêtait sous un faux nom et avec de faux papiers à prendre l'avion pour New York. Il semble bien qu'elle n'a nullement été séquestrée, contrairement à ce que s'imaginait son mari. Je l'ai dans mon bureau en ce moment, et elle tient des propos fort curieux à votre sujet. Est-ce que cela vous dérangerait de venir jusqu'ici? Ou préférez-vous que je vous envoie quelqu'un?